Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans les chroniques Sport et Géopolitique, votre rendez-vous pour mieux comprendre les nouveaux enjeux de la géopolitique du sport à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la guerre froide du sport, qui oppose les États-Unis et l'URSS entre 1952 et 1991. Comment les deux blocs de l'époque se sont-ils affrontés sur le terrain du sport? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique sont les deux grandes puissances victorieuses face à l'Allemagne nazie. Le monde se polarise rapidement et la paix laisse place à la méfiance entre les deux puissances désormais nucléaires. En effet, l'URSS acquiert la bombe en 1949. Cela marque le début de la guerre froide. Dans ce contexte, le sport devient un champ de confrontation privilégié. Le sport, qui avait été un vecteur de domination puis d'émancipation des peuples colonisés, devient l'un des terrains privilégiés de l'affrontement culturel entre les États-Unis et l'URSS. Joseph Staline change de stratégie dans ce contexte et tourne définitivement le dos aux prolétaires cultistes et aux hygiénistes qui prévalaient alors et souhaitaient organiser leur propre microcosme sportif. C'est ainsi que l'Union soviétique intègre la FIFA en 1946, le Comité international olympique en 1951 et est à l'origine de la création de l'UEFA en 1954. Fort de son statut de vainqueur, Staline peut désormais compter sur la représentation soviétique sur la scène sportive internationale. Par précaution, il refuse l'invitation aux JO de Londres de 1948 par peur d'échouer, estimant que l'équipe olympique soviétique n'est pas encore prête. 4 ans plus tard, en 1952, l'URSS intègre finalement les JO et la guerre froide prend une dimension sportive. À Helsinki, les JO acquièrent une forte dimension géopolitique lorsque le CIO accepte que l'URSS, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne établissent un village olympique séparé pour l'occasion. Dès lors, l'événement olympique devient géopolitique, symbolisant des conflits mondiaux. Staline a réussi presque un coup de maître à sa première participation. En effet, l'URSS termine deuxième avec 71 médailles derrière les États-Unis qui dominent le classement des médailles. Entre 1952 et 1991, l'URSS participe à un total de 18 éditions des Jeux olympiques d'hiver et d'été, remportant 13 premières places et 5 deuxièmes, avec un total de 395 médailles d'or, 319 médailles d'argent et 295 médailles de bronze. Lorsque l'URSS ne finit pas première, les États-Unis font tout pour se hisser au haut du podium, comme le souligne notamment le président américain Gerald Ford en 1974. Je cite, « Est-ce que nous réalisons à quel point il est important de concourir victorieusement contre les autres nations ? Compte tenu de ce que représente le sport, un succès sportif peut servir une nation autant qu'une victoire militaire. » Fermez les guillemets. Le football devient également un enjeu majeur pour le pouvoir soviétique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En rejoignant la FIFA en 1946, après plusieurs refus, l'URSS obtient un poste de vice-président et fait du russe l'une des langues officielles. En 1954, l'UEFA est créée dans le but de régir le sport européen avec 5 des 25 fédérations nationales appartenant aux pays communistes. Bien que le rapport de force entre le monde capitaliste et le monde communiste reste déséquilibré, il est néanmoins présent. La première Coupe d'Europe des Nations de football a lieu en 1960 et l'URSS remporte la compétition devant la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, remportant ainsi son unique trophée international majeur. Les pays frères, donc les pays communistes, dominent alors le football européen et l'Union soviétique enchaîne les succès sportifs. En 1972, un journaliste de la Pravda, le journal officiel soviétique, résume la position politique du sport en URSS en affirmant notamment que les grandes victoires de l'Union soviétique et des pays frères constituent la preuve éclatante que le socialisme est le système le mieux adapté à l'accomplissement physique et spirituel de l'homme. Les événements sportifs deviennent également des moyens de pression diplomatique pour les deux puissances. Cependant, cette géopolitique du sport ne se résume pas uniquement aux victoires sportives. En réalité, cette compétition politico-sportive entre l'URSS et les États-Unis représente une opposition entre deux conceptions du sport de haut niveau. Elle reflète l'essence même de la guerre froide, à savoir l'opposition de deux modèles visant à imposer des changements à l'autre. Le modèle américain est vertical et libéral. Il favorise les investissements privés et la réussite sportive individuelle. Il accorde une place importante au modèle universitaire
et limite l'intervention de l'État. En revanche, le modèle soviétique est horizontal et socialiste. Il est caractérisé par une forte intervention de l'État et une machine sportive entièrement publique. Il privilégie le sport de masse, où les champions émergent naturellement et par hasard. Tous les athlètes sont officiellement amateurs. Ces deux régimes, ces deux styles et ces deux façons d'aborder le sport s'opposent, mais cette opposition est souvent simplifiée par les médias. Et cette opposition cache une réalité politico-sportive bien plus complexe au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Comme l'a montré le chercheur Jean-Marc Holtz, à partir des années 1960, on distingue 3 systèmes sportifs originaux en fonction des idéologies et du contexte sociopolitique de la géopolitique mondiale. 1. Le modèle occidental, Amérique du Nord, Europe occidentale, Océanie, berceau de l'olympisme, est caractérisé par des nations démocratiques qui codifient et diffusent le sport. Ces nations riches disposent d'infrastructures sportives et d'un encadrement accessible à une large part de la population. Le sport est porteur de valeurs et bénéficie d'une forte adhésion populaire, soutenue par l'État et les entreprises. Ce modèle a été adopté par des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, le Brésil et le Mexique, par exemple. Deuxième modèle, le modèle communiste. Union soviétique, pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, Chine, Cuba, Vietnam, etc., accordent également une place importante au sport, notamment pour des raisons idéologiques, au sein de sociétés homogènes où l'intervention politique et bureaucratique produit des élites sportives. Aujourd'hui, bien que le communisme ait presque disparu, le modèle demeure. Enfin, troisième modèle, les réservoirs naturels, qui représentent le troisième ensemble, avec des régions comme l'Afrique orientale, des hauts plateaux donc, Kenya, Éthiopie, Ouganda, et la région caribéenne, Jamaïque, Cuba, Bahamas, Guadeloupe. La haute performance olympique repose sur des qualités exceptionnelles venues de ces peuples, mises en valeur grâce à des politiques nationales plus ou moins affirmées dans certains sports spécifiques. En résumé, la géopolitique du sport pendant la guerre froide se caractérise par une rivalité sportive intense entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais elle va bien au-delà des simples victoires sportives, reflétant les différences de conception du sport et des modèles politiques entre ces deux superpuissances. De manière générale, il faut imaginer que ce monde bipolaire était en réalité bien plus complexe, et finalement, l'émergence de nouvelles puissances du sport, notamment venues du continent africain ou latino-américain, révélait déjà l'apparition d'un monde multipolaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour de nouvelles chroniques sport et géopolitique.